Bonsoir, bienvenue dans Décortiquer Éco sur ITV. Ce soir, les questions qui fâchent vont être abordées. Un expert de l'Afrique, un expert des questions africaines, un expert des questions monétaires en Afrique, certainement basé en Europe ou qu'il sillonne de long en large, mais qui va venir justement nous parler de la monnaie quand tout le monde s'est tu. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu beaucoup de spéculations sur le franc CFA. Mais quel avenir nous réserve-t-on après justement la déclaration d'Abidjan entre le président Macron et le président ivoirien, pendant qu'à Abuja, les autres chefs d'État africains se réfléchissaient justement sur l'avenir monétaire de CEDEAO. Mais cet expert, il est là, dans le cadre justement d'une rencontre interafricaine. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, M. Ndiaye. Abdou Cissé, vous êtes un expert des questions monétaires et des questions d'assurance. Merci. Vous êtes basé à Paris, mais vous êtes dans le continent africain. Exact. Et dans quel cadre êtes-vous à Dakar présentement? Alors, je suis à Dakar cette semaine à l'invitation de UEMOA Titres, qui est la cellule, une agence de la Banque centrale, pour ces rencontres de 2020 autour des problématiques du marché des titres publics. Alors, donc Dakar a réuni pendant 2 jours, 3 jours plutôt, beaucoup d'experts africains, spécialistes justement des questions monétaires, mais en même temps aussi des titres. Des titres, c'est ça. Quelle a été justement la problématique abordée lors de ça? Alors, je vais commencer par vous remercier pour l'invitation. Remercier aussi surtout le jeune Adrien Diouf de UEMOA Titres, qui est une agence de la Banque centrale, qui m'a invité à venir participer en tant que speaker à leur rencontre qu'ils ont l'habitude de faire depuis 2 ans. Et au niveau de cette rencontre, en fait, les États viennent souvent et exposer l'ensemble peut-être de leurs problématiques au niveau du fait qu'ils passent beaucoup de temps à lever des fonds au niveau de la sous-région. Et ça a été une rencontre qui a attiré beaucoup mon attention. Parce qu'on a une interaction avec les responsables du Trésor de chaque pays. Et chacun, en fonction de ses recettes fiscales, de ses besoins, discute un tout petit peu, expose ses problématiques. Et en général, les gens aussi échangent pour pouvoir trouver des solutions. Okay. On a souvent dit que tous les pays de la sous-région présentent des similitudes frappantes justement du point de vue de leur format économique. A-t-on senti lors de ces assises-là une certaine différenciation d'un pays à un autre sur la question des titres Exact. En fait, ce qu'on ressent au cours de ces 3 jours, c'est qu'on a une uniformité dans les problématiques qui se posent dans les pays de l'Afrique, surtout dans la zone CEDEAO. Le problème qui se pose réellement au pays, c'est l'endettement. L'endettement. Qui a été beaucoup soulevé lors de ces assises. Lors de ces assises. Donc ça devient une préoccupation maintenant? C'est vrai que ça devient une préoccupation parce que le service de la dette commence à prendre un peu de l'ampleur. Seulement, si on place le service de la dette dans le contexte économique international, elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire si on veut comparer nos dettes, les dettes du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Mali, à l'ensemble des dettes des Occidentaux, mais c'est zéro. On n'a pas de dette. Alors vous pouvez décortiquer ça un peu? Alors, beaucoup plus clair, aujourd'hui, quand vous prenez les pays de la sous-région, ils sont endettés en partie de façon locale, mais ils ont aussi un peu d'endettement extérieur. Je prends l'exemple du Sénégal. Si j'ai bien compris ce que le directeur du Trésor a exposé, c'est que le Sénégal a une dette libellée en eurobond. Contractée en eurobond, mais libellée en dollars. En dollars. Donc ça, c'est une dette extérieure. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que cette dette, normalement, n'est pas à un taux de 1%, ni 2%, ni 3%. Mais le fait qu'il soit libellé en eurobond et que nous sommes arrimés à l'euro. Nous sommes arrimés à l'euro. La France, sur 2019, en moyenne, a emprunté à 1%. Pourquoi? Parce que les taux d'emprunt d'État, 10 ans, entre janvier et juin, ont été peut-être des taux positifs, mais entre juin et décembre, les taux étaient négatifs. C'est-à-dire que les investisseurs qui venaient acheter des obligations d'État français payaient même pour emprunter. Et c'est le cas de l'Allemagne,
C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de plusieurs pays, même la Suisse est dedans. Donc la problématique de taux négatif se pose. Mais ce qui se passe réellement, la France est empruntée en moyenne à 1%. Oui. Nous sommes arrimés à la monnaie française. Donc nos États doivent pouvoir s'endetter de façon extérieure, soit au taux de 1% ou au taux de 1% auquel on rajoute une marge. Mais pas 3%. Oui, des écarts assez voilà. énormes. Oui. En fait, c'est ça qui me dérange le plus. Et puis, M. Cissé, il y a aussi une autre question qui est sous-jacente. C'est-à-dire que puisque c'est au taux du dollar, or la fluctuation du dollar entraîne également justement une variation, sans doute, c'est vrai. Alors, du taux d'endettement. En ayant entendu ce que les responsables de Trésor ont dit, oui. ils ont bien précisé qu'ils se couvrent contre les fluctuations de change. Ils l'ont dit. Ce qui pose le plus problème, c'est qu'ils ont expliqué qu'il faudrait eux-mêmes qu'ils commencent à regarder la dette de façon dynamique. Et qu'il faut qu'ils regardent aussi la dette dans une forme de prévisibilité. Mais quand vous prenez ces deux mots-là, dynamique et prévisibilité, ce qu'ils ont dit, en somme, ils disent qu'il est temps chez eux de faire ce qu'on appelle la gestion actif-passif. La gestion actif-passif de la dette. Ça, c'est important. Et ce qui me dérange le plus, c'est que ça fait 60 ans que la France nous accompagne. Donc, nos experts qui sont au niveau des trésors, mais la France devrait quand même les accompagner depuis très longtemps au niveau de la gestion active-passive. Et c'est ça que je n'ai pas vu. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne le font pas. Ça pose problème. Vous êtes un expert africain basé à Paris, mais vous avez vu venir justement ces problèmes. Vous les avez décortiqués, vous les avez analysés sur toutes les coutures, dans toutes les tribunes sur lesquelles vous étiez invité. Mais aujourd'hui, maintenant, quelle préconisation vous faites par rapport justement à ces endettements qui, à la limite, coltinent un peu les États africains pour s'en sortir par le haut? C'est vrai que l'endettement est lourd. L'endettement est lourd. Je répète encore que comparé à l'endettement mondial, ça n'a pas de sens. Oui. Mais il faudrait réellement qu'on se pose une question très très simple pour tous les Africains. Nous avons besoin de financer nos besoins publics. Infrastructures. Voilà. Tous nos besoins publics. Et même à commencer par les besoins primaires. Primaires. Les populations, oui. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la constitution sénégalaise, il est bien inscrit que quand un enfant naît, dans la nécessité, l'État doit s'en occuper. C'est ça. Quand l'enfant est malade, l'État doit le soigner. Quand l'enfant grandit, l'État doit l'amener à l'école. Et quand l'enfant a 18 ans, 19 ans ou qu'il a fini ses études, l'État doit lui trouver du travail. Mais très rapidement, M. Cissé, est-ce qu'on peut financer l'économie par l'endettement? Ah non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. La raison est très simple. On va prendre l'exemple de la France. Oui. La France, aujourd'hui, a des routes, des ponts, à SNCF, RATP, Air France, Bouygues. Mais ce n'est pas en s'endettant que l'État français en est arrivé là. Non. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. La France a eu le plan Marshall avec les Américains. Mais la réalité de la construction de la France, parce que donc ça, c'est la construction des structures de la France. La réalité vient du fait que la France a bénéficié de ce qu'on appelle une flexibilité monétaire. Ce qui veut dire, et puis je vais être beaucoup plus précis, je ne parle pas de taux de change flottant. Je parle de flexibilité monétaire. Une souplesse. Une souplesse. La France l'a obtenue sur 3 sources. La première source était que, en ce temps, quand la France avait fait X% de recettes à la fin de l'année, la Banque de France créait de la monnaie à hauteur de 20% de ces X% et aidait le pays à se développer. Première source. Deuxième source, toutes les grandes entreprises qui étaient en France, je me demande même si les entreprises étrangères n'en faisaient pas partie, avaient un devoir de mettre leurs avoirs dans les caisses de dépôt. Et consignation. Et la France avait la capacité de puiser dedans pour se financer. Troisième source, si ces deux sources de financement n'apportent pas ce que le pays a besoin, qu'est-ce qui se passe? La France fait le plancher. C'est-à-dire que la France fixe un taux d'intérêt, ce n'est pas le marché, c'est la France qui fixe le taux d'intérêt et dit aux banques de lui prêter de l'argent à ce taux. À ce taux-là. C'est ça la flexibilité monétaire. Sans ça, on n'aurait pas construit la France. Il faut bien comprendre ça. Et c'est là où je veux inviter nos chefs d'État à faire en sorte que, avant même de parler de l'éco, partir sur une autre monnaie, etc.,
il y a des choses au niveau du CFA, qu'il faut régler, des problèmes qu'il faut régler. C'est ça. Et des choses qu'on nous doit. Oui. Et on peut techniquement, mais facilement et intelligemment les demander. Aujourd'hui, on pourrait mettre en place un plan aujourd'hui de financement de nos besoins publics en allant l'exposer à Macron. Il ne peut pas refuser. Pourquoi? Parce que le plan que j'ai en tête, c'est un plan que j'utilise dans la dérive même de ce que fait la France aujourd'hui. La France, depuis 10 ans, est sous perfusion monétaire. Oui. Est-ce que vous sentez un peu ce que... Oui. On le perfusionne depuis 2008. Tout à fait. Et la perfusion, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque fois que ces dettes arrivent à échéance, la Banque centrale récupère les titres et paye à ceux qui détenaient les titres. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la dette est arrivée à échéance. Oui. C'est une forme de refinancement qu'on appelle le quantitative easing. Et la banque maintenant devient détentrice justement de ces titres-là. C'est-à-dire que la Banque de France est détentrice. Oui. Donc c'est comme si la Banque de France prêtait de l'argent à la France. Absolument, oui. Dans les années 2012, on a prêté de l'argent à tous les pays européens, financement à long terme, les LTRO. On leur a prêté de l'argent, beaucoup de milliards. Nous, ça, on ne l'a pas ici. Mais par contre, le refinancement, on l'a avec la Banque centrale, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, le refinancement à hauteur du règlement de nos besoins publics, on ne l'a pas encore. Donc la France vit du quantitative easing et en plus de ça, la BCE a baissé les taux d'intérêt jusqu'à ce que de temps en temps, ils sont négatifs. On apprend à un taux zéro. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que la charge de la dette, donc le service de la dette française, aujourd'hui est au niveau de ce que ça a été en 1993. Donc la dette n'est plus un problème en France. Elle n'est plus un souci non plus. Plus un souci. Alors maintenant, une autre question basique. Est-ce qu'une économie faible peut avoir une monnaie forte? Bonne question. Ou inversement? Inversement. Alors moi, je vais être très honnête avec vous. Lorsque ce problème de monnaie CFA s'est posé, les économistes en ont parlé. Mon seul regret, c'est qu'on n'a pas fait une feuille de route. Surtout les économistes africains n'ont pas parlé d'une seule voix. Il y en a qui parlent qu'il faut dévaluer parce que la monnaie... Sur cette question de monnaie, tous ils devraient accorder leur violon et ne pas faire montre justement de leur primauté, de leurs écoles d'appartenance, exact. Mais plutôt se soucier simplement d'une convergence d'idées pour bâtir justement une monnaie forte. Pour bâtir une monnaie, mais aussi savoir que l'idée qu'on a de bâtir la monnaie, c'est de régler nos problèmes. Donc il faut retourner au problème. Parfaitement. Qu'est-ce qui fait que le CFA pose problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le CFA... Donc, ce sont les problèmes que nous avons. Depuis 60 ans, la France nous accompagne, dit-il, mais depuis 60 ans, nous n'avons pas de structure, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Il y a des gens en Afrique, quand ils ont 50 ans, s'ils vont à l'hôpital, ils ne reviennent pas chez eux, ils meurent. Vous voyez bien? On n'a pas de structure. Donc, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la base et avoir nos structures. Vous avez parlé d'une feuille de route. Feuille de route. Alors, en quoi elle consiste? Elle consiste à faire ceci, à se dire, nous ne produisons rien. Commençons donc par produire, par poser les bases fondamentales de l'industrialisation. Voilà. Alors quand je dis rien, je vais trop loin, on produit quand même. C'est le cri du cœur. C'est ça, ouais. Et on ne produit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour produire? Il faut avoir des capacités de production. Pour avoir des capacités de production, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des structures et des infrastructures. C'est ça. Maintenant, pour avoir des structures et des infrastructures, il faut avoir de la flexibilité monétaire. Et cette flexibilité monétaire que j'ai expliqué tout à l'heure, que la France a bénéficié pour être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on aille réclamer de façon intelligente. Parce que la France nous doit ça. Pourquoi elle nous doit ça? Parce qu'elle dit qu'elle nous accompagne depuis 60 ans. Mais quand vous accompagnez quelqu'un depuis 60 ans, vous avancez et que l'autre n'avance pas, c'est qu'en fait, vous le guidez peut-être, mais vous ne l'accompagnez pas. Si aujourd'hui, Sadio Mané va construire une école dans son village, Sadio Mané se substitue à une institution qui aurait dû le faire. Mais c'est-à-dire que M. Macron et nos présidents doivent se poser la question de savoir quand même quand des footballeurs, des basketteurs font des écoles dans le... C'est que l'accompagnement qu'on a avec la France, il faut revisiter ça. Alors donc, il y a un écho de ceux qui disent France dégage. Certes, il y a un renom politique, mais peut-être êtes-vous sensible un peu à ce cri du cœur également de ces gens qui disent la France dégage. D'ailleurs, peut-on dégager la France? Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on soit très apaisé par rapport à cette problématique de monnaie. Il faut qu'on fasse doucement.
nous avons un lien secret avec la France. C'est la langue. Oui. C'est un lien secret. Nous n'avons pas de problème avec les Français. Nous avons peut-être des problèmes avec la France, Oui. le pays en tant que tel. Oui. Donc F-R-A-N-C-E. C'est ça, avec ce pays qu'on a un problème. Maintenant, donc, il ne faut pas qu'on se presse. La France a trop d'avantages chez nous. Ces entreprises sont ici. Même si le pays dégage, ces structures seront encore là. Tout à fait. Donc l'idée, ce n'est pas de les faire dégager. L'idée, c'est de leur faire comprendre qu'à partir de maintenant, nous souhaitons que nos relations changent et soient ceci et cela. Par exemple, la possibilité pour ces entreprises françaises, une fois que les conseils d'administration se sont réunis et ont dégagé justement des bilans positifs, le rapatriement se fait immédiatement. Alors, est-ce qu'en retour, des entreprises africaines installées à Paris bénéficient justement des mêmes facilités? Non, ils n'ont pas les mêmes facilités et c'est ça aussi le problème qui se pose en ce pays-là, dans ce pays. Le vrai, enfin, dans ces pays, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde parle des comptes d'opération, on nous les a retournés, il n'y a plus de Français représentés dans nos instances. Et ça, ce n'est pas le problème. Et ça, c'est symbolique en plus. C'est symbolique. Oui, tout à fait. Quoi, oui. Ce qui est problématique, c'est la libre transférabilité des capitaux. Parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises que vous avez en Afrique, dès qu'ils ont des bénéfices ici, ils peuvent le répatrier quand ils veulent et comme ils veulent. Donc, nous, on est chez nous, les gens viennent avec un capital, ils créent une société, ils utilisent nos ressources pour développer la société a des dividendes et les dividendes s'en vont. Ça, c'est pas normal. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est la structure économique autour de laquelle nous vivons. Et ça, je vais y insister. Et pour cela, je vais faire une forme de modélisation. Parce que quand vous prenez le PIB, le produit intérieur brut, en termes de modèle mathématique, c'est une somme de marge. Le PIB, c'est une somme de marge. Or, il y a un métier spécifique qui est l'assurance, où les marges ont beaucoup de signification. En assurance, on parle de marge financière, marge technique, marge d'exploitation. Je vais faire une forme de projection de ces marges au niveau de l'économie d'un pays comme le Sénégal. Prends un exemple, c'est Sénégal. Comme le PIB du Sénégal est une somme de marge, je vais définir les marges, comment ça arrive. Prenons par exemple la marge financière. Si vous regardez la marge financière au Sénégal, on peut l'arrimer un tout petit peu au produit net bancaire. Mais 70% du système bancaire sénégalais est détenu par des étrangers. Français et marocains. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces étrangers, ils viennent créer des sociétés de droit local chez nous. Et quand ils créent ces sociétés de droit local, ils les financent avec leurs banques. Les sociétés créent de la valeur ajoutée retourne chez eux. Donc, ce que doivent représenter ces entreprises-là dans notre PIB, ce n'est pas exactement ce qu'on marque dans le PIB. Et puis, M. Cissé, il y a une autre préoccupation qui a surgi avec justement tout ce tintamarre autour du franc CFA. C'est ça. C'est que les deux zones monétaires maintenant, la zone CEMAC et la zone... sont séparées. Sont séparées. Voilà. Alors que probablement, au départ, le CFA était commun à l'ensemble des pays. Ça, je vais y revenir. Mais je vais juste terminer mes marges. Parce que je vous ai parlé de la marge financière, donc le produit net bancaire, et donc les banques, comment ça se passe. Et il faut aussi parler de la marge technique. Parce que dans notre système financier, à part les banques, il y a les assurances qui ont une capacité non négligeable. Mais les assurances, c'est encore la même chose. Quand il y a de gros contrats d'assurance dans la région, qu'est-ce qui se passe? C'est les sociétés françaises étrangères très souvent qui les captent. Toute la chaîne de valeur de l'assurance est justement captée par... Ils sont en relation avec de gros courtiers qui leur donnent le business. La prime, donc la prime, même s'il faut découper la prime et se réassurer, la plupart des sociétés ne se réassurent pas ici. La commission même déjà la réassurance, la prime déjà, ils vont aller se réassurer en Europe. N'est-ce pas? Et donc les primes s'en vont. Donc les primes, on les crée ici et ça s'en va. Et ça retourne. Après, quand la prime arrive, après il faut payer la commission. Les commissions s'en vont. Les dividendes? Les dividendes s'en vont. Pareil. Donc l'assurance n'a presque pas d'utilité dans la construction de notre produit intérieur brut. Et ça, c'est triste. Donc, vous avez la marge financière, la marge technique, ces deux marges-là qui n'existent pas. C'est ça. Après, il reste la marge d'exploitation, c'est tout ce qui est produit de services. Ça, on peut comprendre que chez nous, on peut en créer. Alors, très rapidement, maintenant, sur les deux zones monétaires. Maintenant, sur les deux zones monétaires,
moi je suis quand même triste de voir que on a séparé les deux Afriques, mais de façon anodine, quoi. C'est normal, quoi. Oui. Alors que on parle d'intégration. C'est ça. Or, le seul symbole d'intégration qui existe aujourd'hui en Afrique subsaharienne, c'est ce que j'appelle moi le dénominateur commun de tous les pays, des 14 pays. C'est-à-dire? C'est la CIMA. La CIMA. C'est l'assurance toujours. C'est l'assurance, la CIMA. La Je rappelle que vous êtes justement un actuaire. des marchés d'assurance. C'est ça. Nous partageons ça. Donc, il ne faut pas nous séparer. Et quel qu'en soit le prix, les Africains de l'Ouest ne doivent pas accepter qu'on les sépare des Africains du centre. Ce n'est pas normal. Qu'on fasse aussi attention. Nous sommes dans la CEDEAO avec des Ghana, des Nigeria. Oui. Mais culturellement, on est plus proche des Cameroun oui, Gabon. et des Tchad. Oui. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, je comprends qu'on essaie demain de faire quelque chose nous tous. Parce que comme Obama l'a toujours dit, il faut les États-Unis d'Afrique, Des institutions fortes, oui. Mais il y a des étapes. Et ces étapes, c'est d'abord, tout ce qu'il y avait comme intégration, on le garde. Donc, il ne faut pas nous séparer avec le central. Et quand on garde tout ce qui était déjà acquis, et après, on peut étendre. Alors, vous êtes un actuaire de profession. Cette profession-là, d'actuaire, en très peu de mots, parce que nous sommes gagnés par le temps, ça signifie quoi et quel est son champ d'application en Afrique? Alors, je vais essayer d'être beaucoup plus pédagogue. Vous avez une voiture. Vous avez une voiture. Quand vous l'avez achetée, le premier réflexe, c'était quoi? D'aller l'assurer. Quand vous êtes venu voir l'assureur, il a pris son ordinateur, il vous a demandé l'âge de votre permis, votre âge, le nombre de chevaux vapeur de la voiture, etc. Santé, il a donné des caractéristiques, vous lui avez donné, il vous a dit, vous payez 400 000 l'année. Vous devez vous poser la question de savoir comment il a fait pour trouver 400 000. C'est le calcul d'actuaire. C'est ça qu'on appelle la tarification. On tarifie un risque et c'est l'actuaire qui tarifie le risque. Autre chose, vous payez peut-être 600 000 par année pendant 4 ans. Donc vous n'avez même pas payé encore 5 millions. La 5e année, vous avez fait un accident dont vous êtes responsable. Ce qu'on ne vous le sait pas, on touche du bois. Et qu'est-ce qui se passe? L'accident coûte 9 millions. L'assureur peut vous dire, normalement, mais vous n'avez même pas payé 5 millions depuis que vous avez commencé à payer. Oui. Donc pour vous payer les 9 millions, vous allez participer. Non, il ne va pas vous dire ça. Parce que chaque année que vous avez cotisé et que vous n'avez pas eu d'accident, l'assureur a provisionné une partie de vos cotisations. D'accord. Pour couvrir éventuellement. Ouais. Donc, l'assureur a assez d'argent et se dit aussi que sur 3000 personnes, la probabilité pour que les 500 fassent un accident est presque nulle. Il y en aura 200 ou 300 accidents. Donc, on arrive à couvrir. Ça, c'est ce qu'on appelle le provisionnement. Donc, quand vous êtes dans le métier du risque, la tarification et le provisionnement, métier d'actuaire. Mais beaucoup plus précis encore. Quand vous êtes salarié et que vous êtes dans le droit national sénégalais, la convention collective décrit exactement les droits que vous avez en dehors de votre salaire. Et ces droits-là, vous les capitalisez en montant parce que vous avez l'indemnité de fin de carrière qui doit vous être payée si vous prenez votre retraite dans la société. Et cette indemnité, c'est ce qu'on appelle un peu un passif social. Parce que vous avez des droits, mais on ne va vous les payer que si vous passez votre temps dans la société et que vous prenez la retraite. Donc on assiste à un décalage entre la naissance d'un droit et son instant de paiement. C'est ce qu'on appelle le passif social. Et ça, l'actuaire doit le mesurer. Tout à fait. En faire une quantité d'argent. Alors, vous aimez l'actuariat, vous voulez être acteur demain, vous les jeunes. Eh bien, prenez exemple justement sur M. Cissé qui aujourd'hui prospère parce que simplement il est actuaire. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Décortica consacrée à un autre sujet d'économie. Merci, M. Cissé. Merci, M. Ndiaye. Merci, c'est à moi de vous remercier.